Bonjour, je m'appelle Adamo Yonata et il me fait plaisir de vous accueillir ici aux archives du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Au cours des derniers mois, notre équipe a eu le plaisir d'éplucher des documents, d'examiner des artefacts et de rencontrer des gens afin de mieux comprendre ce qui rend ce lieu si unique. Dans le cadre des célébrations du 300e anniversaire de la Petite Chapelle du Sanctuaire, ma collègue Valérie Deschamps et moi-même sommes emballés de vous partager ces quelques pages d'histoire. Retrouvons-nous au tout début de la colonie française, dans un endroit surnommé Village de la Madeleine. C'est le 15 janvier 1636, sur le lieu du Cap des Trois-Rivières, que la Compagnie des Sans-Associés concède un fief de 10 lieues de largeur sur le bord du grand fleuve Saint-Laurent et de 20 lieues en profondeur dans les terres au père Jacques de la Ferté, surnommé Monsieur de la Madeleine, prêtre et abbé de Sainte-Marie-Madeleine de Châteaudun, en France. Pour ceux qui sont moins familiers avec la mesure de la lieue française, on peut visualiser que le fief s'étendait de la rivière Saint-Maurice jusqu'aux abords de Grondines et du fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Mekinac en profondeur dans les terres. Cet immense territoire fut divisé en seigneuries. D'une superficie d'environ 19 km², le Cap de la Madeleine est né de la mission confiée au père Jacques Buteux en 1651 de sédentariser et convertir les Premières Nations. Après avoir fait des démarches sur le vieux continent et au poste de traite des Trois-Rivières, où il avait la charge spirituelle, Jacques Buteux réussit à recruter quelques colons pour s'y installer. Du nombre, on y compte Pierre Boucher, premier gouverneur des Trois-Rivières, ambassadeur du roi Soleil en Nouvelle-France, considéré comme étant le père des filles du roi et du régiment Carignan-Salière. Pierre Boucher est aussi considéré comme le premier auteur canadien, après avoir écrit l'histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada, en 1664. Il quittera la Mauricie en 1667 pour aller fonder la seigneurie de Boucherville, qui deviendra le premier rempart de défense de Ville-Marie, Montréal. Suite à des tensions entre les Jésuites et l'administration trifluvienne, cette dernière voulant développer la rive gauche du Saint-Maurice pour y faire du commerce, Jacques de la Ferté concéda le 20 mars 1651, par acte de donation entre vifs, une étendue de terre, eau et forêt de 2 lieues de long sur la Grande Rivière depuis la rivière Saint-Maurice et de 20 lieues de profondeur dans les terres avec droit de seigneurie et droit d'en disposer comme bon leur semblera. Cette lettre deviendra l'acte de naissance du Cap de la Madeleine. La seigneurie a été développée dans 3 secteurs, le fief à l'ouest, le fief Sainte-Marie, ainsi que le fort Saint-François. Bien que l'histoire du fief à l'ouest reste encore à découvrir, celle du fief Sainte-Marie et du fort Saint-François regorge d'anecdotes intéressantes. Le fief Sainte-Marie, mieux connu aujourd'hui comme Sainte-Marthe-du-Cap, était le fief de Pierre Boucher. Quittant la gouvernance de Trois-Rivières, qui ne représente plus son idéal de seigneurie, certains oseraient même dire que les trifluviens étaient des paresseux et des bons à rien. Il prit la concession du fief en 1656 avec quelques colons qui partageaient sa vision. On surnomma alors le fief « Village de Monsieur Boucher ». Le fort Saint-François, quant à lui, se trouvait à l'endroit où vont marcher les pèlerins au sanctuaire aujourd'hui. Connu sous le nom de Village de la Madeleine, la mission des Jésuites y était déjà constituée avant 1651. C'est là que Jacques Buteux a construit son village, où maisons et habitations traditionnelles autochtones permettaient aux Français et aux Premières Nations de se côtoyer. C'est aussi le secteur qui a accueilli le plus de colons. Les anciennes seigneuries ont laissé des marques dans le patrimoine culturel, que ce soit la toponymie, les paysages, les bâtiments, dans des personnages, des lieux, des événements emblématiques ou symboliques. La seigneurie de Cap de la Madeleine a appartenu aux Jésuites jusqu'à la fin du 18e siècle, alors qu'à la suite de la conquête de la Nouvelle-France, biens et possessions de la congrégation, en voie d'être dissoutes, furent confisqués par les autorités britanniques. Le gouvernement a alors formé une commission chargée de gérer les anciens biens des Jésuites, dont la seigneurie du Cap de la Madeleine, jusqu'à l'abolition du système seigneurial en 1854. Au fil de ces années, le développement du territoire et de la communauté passera par l'Église paroissiale.
L'historien Marcel Trudel a dit « C'est la paroisse et non la seigneurie qui sert de base non seulement à l'administration religieuse, mais aussi à l'administration civile et militaire. Et c'est l'église paroissiale et non le manoir du Seigneur qui, dans les campagnes, tient lieu de centre à la vie sociale. » On décide donc de passer d'une mission à une paroisse dans le fort Saint-François. Le fort Saint-François s'est positionné comme paroisse dès 1661. Alors que Pierre Boucher est envoyé en mission auprès de Louis XIV pour lui faire part du besoin urgent d'avoir de nouveaux colons pour la colonie, il sait que son fief sera exposé aux attaques des Iroquois. Sachant que les colons seraient heureux d'avoir une église au fort Saint-François, il s'entend avec les marguilliers pour leur vendre sa chapelle. Maintenant, les colons pourront se réjouir d'avoir une église en bonne et due forme. Déménagée en 1662 dans le fort Saint-François et transformée quelque peu, la chapelle de Pierre Boucher demeurera le lieu de culte pendant près de 50 ans. C'est dans cette église que la confrérie du Saint-Rosaire s'est établie en 1694. Toutefois, au début du 18e siècle, la chapelle commence à donner des signes évidents de vieillissement. C'est alors qu'en 1714, Monseigneur de Saint-Vallier, lors de sa visite des paroisses, a recommandé d'édifier un nouveau temple, une église à la Récollette. Construite en pierre des champs, son style aux proportions simples est typique des églises rurales anciennes du Québec. Ce type d'architecture se caractérise par une porte centrée avec un œil de bœuf au-dessus, mais celle-ci en a pas, un toit en pignon élevé, des larniers incurvés, le bas du clocher en hexagone et bien sûr le coq girouette au sommet de la croix. L'intérieur ne dispose que d'une seule nef et on peut y apercevoir une fausse voûte en berceau. Elle ne comprend aussi qu'un seul transept bas du côté nord. Première église de pierre de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. C'est en 1717 que les travaux furent entrepris. Bénévolement, afin de démontrer leur zèle, les gens du Cap ont commencé à ramasser des pierres, préparer et nettoyer le terrain, travailler les fondations. Mais les travaux n'avançaient pas assez vite pour les marguilliers et le curé Vachon. On fit donc appel en 1719 à François Dufaux pour la couverture de l'église et le parachèvement de l'intérieur, et on lui donna 3 ans pour compléter les travaux. Il réutilisa le bois de charpente et les madriers de l'ancienne église, et avec l'aide de tous les paroissiens, on y célébra la première messe l'année suivante, soit le 22 juillet 1720, pour souligner la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Fait anecdotique, le cimetière a été déplacé plus d'une fois. Et d'ailleurs, le premier cimetière se trouvait sur le côté est et a été utilisé comme lieu de sépulture pendant 200 ans. Soit de 1662 à 1861. Devenu trop petit et débordant devant l'église, il fut déplacé au sud-est et servira pendant seulement 20 ans. En 1893, Monseigneur Laflèche autorise un nouveau déplacement du cimetière à l'est-nord-est de la nouvelle église paroissiale et du monastère des Oblats. En 1930, étant devenu encore trop petit, on entreprit de déménager le cimetière une dernière fois dans la municipalité de Sainte-Marthe-du-Cap, le long de la route 138. Aujourd'hui, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est reconnu comme sanctuaire national dédié à la Vierge Marie. Chaque année, c'est plusieurs milliers de pèlerins qui y viennent pour lui rendre hommage. Il était donc naturel pour nous de chercher à savoir où tout cela avait commencé. En 1873, la paroisse comptait environ 1300 âmes. L'église était devenue trop petite pour accueillir les gens aux offices. Le curé Luc Desilets, qui avait ravivé le zèle des paroissiens à son arrivée, a demandé l'autorisation de construire une nouvelle église. Il fut convenu de démolir l'ancienne petite église pour réutiliser la pierre et d'acheter ce qui manquerait à Saint-Angèle-de-Laval sur la rive sud du fleuve. Il faudra attendre à l'automne de 1878 pour que la pierre soit prête. Il ne manquera que le pont de glace pour la traverser et commencer les travaux. Cependant, l'hiver a été très doux et le fleuve ne gelait pas suffisamment pour le traverser en toute sécurité. Le curé Desilets fit réciter le chapelet à tout le monde, tous les dimanches, et il promit de ne pas démolir la petite église et de la consacrer à la Sainte Vierge s'il obtint son pont de glace. Les mois passèrent. Janvier, février, début mars. Le père Arthur Joyal, des années plus tard, inspiré des témoignages et des archives de l'époque, nous racontera ce qui s'est produit un certain soir de mars.
Le soir du 14 mars 1879, un vendredi, alors que tout paraissait humainement désespéré. Voici qu'à la suite d'une semaine de temps doux, un vent violent de Sourouet, aidé d'une forte marée, brisant les bordages du fleuve et surtout de l'embouchure du Saint-Maurice, les poussa pêle-mêle vers l'anse du Cap, où, à force de s'accumuler, ils finirent en s'arc-boutant par se rattacher à la rive sud. Le lendemain, de nouvelles banquises entremêlées de fragiles continuèrent de descendre et de s'entasser, rapprochant ainsi le pont de glace jusqu'à 12 arpents en aval de l'église. Alors que la situation est critique et qu'un embâcle s'est formé sur le fleuve, donnant espoir aux travailleurs ainsi qu'à la paroisse tout entière, un enjeu demeure, la sécurité. Si les travailleurs veulent être en mesure de traverser l'étendue d'eau avec les chevaux et les charrettes pour aller quérir la pierre qui se trouve sur l'autre rive, il faudra trouver un moyen de durcir cette glace pour la rendre praticable. Toujours selon le père Joyal, Il n'y a pas de danger. Monsieur le curé récite ses rosaires. Ce sont ces Ave Maria qui nous portent. Il fallut arroser jusqu'à 3 heures du matin pour solidifier la mince couche de neige qui servait de trait d'union entre les banquises. Comme le printemps arrivait rapidement et que le temps risquait de manquer pour compléter la traversée de la pierre, le curé Désilet écrivit une lettre au Monseigneur des Trois-Rivières. Dans cette missive, il lui fit une demande pour le moins insolite, voire audacieuse pour l'époque. Votre grandeur voudra bien nous permettre de travailler et de charrier dimanche et le jour de fête toute la journée, si la glace est bonne, et de payer les charroyeurs étrangers pour opérer la transportation au plus tôt, puis de laisser aux maisons sans mépris les femmes et enfants incapables d'aller à l'église à pied, soit ici, soit ailleurs dans les paroisses étrangères, celles ou ceux dont les maris ou les parents sont occupés à charrier la pierre. La corvée débuta le 19 mars 1879. Après 8 jours de charroyage, le pont de glace s'était affaibli. Mais les 160 toises qui étaient nécessaires pour élever l'église jusqu'au châssis étaient traversées, le tout grâce au pont des Chapelets ou pont des Havets. Le père Arthur Joyal décrivait ceci. Bordé ci et là de mares d'eau, où les chiens, en se chamaillant, prenaient un plongeon. Les 3 rubans de glace ondulaient sous le poids des lourdes charges, à ce point que les balises s'agitaient sur leur passage, comme sous la poussée d'un fort vent du nord. Le vicaire du Gué annonça la fin de la corvée car le pont ne pouvait plus servir et ça devenait dangereux, voire même périlleux de s'y aventurer. L'hiver suivant, on transporta le reste de la pierre. Que faut-il tout de même en penser? Il restera à jamais, néanmoins, un point indéniable, c'est que nos gens du Cap de la Madeleine, en affrontant un péril qui aurait pu leur coûter la vie à plusieurs, ont fait preuve d'un bel esprit de foi et d'une admirable intrépidité. Et ne serait-ce pas en cela, précisément, que résiderait le côté merveilleux de notre prodige, plutôt que dans le fait d'un embâcle si inespéré fut-il et qui pourrait bien, à une date aussi tardive, nous jouer le tour de se renouveler. Le 18 juin 1879, les paroissiens commencèrent à creuser les fondations. Le dernier dimanche de septembre 1880, tous se sont réunis une dernière fois à la petite église où, depuis 1714, elle avait été témoin de la vie du Cap. Les travaux se sont terminés en 1902 et c'est à ce moment que les révérends pères Oblats ont pris la relève pour compléter l'intérieur. Depuis le miracle du pont des Chapelets, paroissiens, paroissiennes et étrangers viennent prier et implorer la Vierge Marie. Une fois la construction de la nouvelle église paroissiale terminée, le curé Désilet a pu tenir sa promesse et lui consacrer la petite église. C'est le 22 juin 1888 qu'a eu lieu la cérémonie. Le bon père Frédéric Jansoun prononce le sermon lors de la célébration. Certains de ses propos résonnent encore aujourd'hui. Dorénavant, ce sanctuaire sera celui de Marie. Des pèlerins viendront de toutes les familles de la paroisse, de toutes les paroisses du diocèse et de tous les diocèses du Canada. C'est vrai qu'officiellement, c'est cette journée-là qu'on dédia le site à la Vierge Marie. Mais la mère de Jésus était présente dans la tête et le cœur des colons, et ce, dès les tout débuts de la colonie. À Québec, on lui dédia la première église, soit l'église Notre-Dame des Victoires. Les 3 principales villes furent mises sous sa protection.
Et à Cap-de-la-Madeleine, c'est dans le fief Sainte-Marie que se trouvait le village de Pierre-Boucher, là où fut construite la toute première église de la paroisse. À la fin de la cérémonie, on plaça la statue de la Sainte Vierge au-dessus du maître-autel. Ainsi, l'ancienne église de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine devenait officiellement le sanctuaire Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Nos recherches des derniers mois, à travers les archives et les artefacts, nous ont permis de découvrir qu'il n'y avait pas seulement qu'un événement extraordinaire qui était à l'origine du sanctuaire. Le même jour, à 19h, on cogna à la porte du presbytère. Pierre Lacroix, un Madelinois en situation de handicap, demanda d'aller prier Marie en compagnie du bon père Frédéric et du curé Luc Desilets. Soirée radieuse, soleil plombant. Les trois hommes s'agenouillent devant la statue et l'impensable se produisit. Le père Frédéric nous raconta: La statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement baissés, avait les yeux grandement ouverts. Le regard de la Vierge était fixe. Elle regardait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion était difficile. Son visage se trouvait en pleine lumière par suite du soleil qui luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement tout le sanctuaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine harmonie avec l'ensemble du visage. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante. Il avait une expression de sévérité mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de 5 à 10 minutes. Sans jamais se consulter, les trois hommes racontèrent leur histoire à des moments bien différents de leur vie. Le curé Desilets en parlait allègrement au vicaire Louis-Eugène Duguay, qui raconta par la suite son histoire. Quant à Pierre Lacroix, c'est sur son lit de mort, plusieurs années plus tard, qu'il en fit le sermon devant notaire. C'est ce qu'on appela le prodige des yeux. Les yeux de Marie seront toujours ouverts sur ceux qui viendront la prier, disait-on. Cette date est importante dans l'histoire du centre de pèlerinage du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et d'ailleurs, une vingtaine d'années plus tard, on désire construire une basilique sur le terrain. C'est le 5 août 1955 qu'une première pelletée de terre fut faite. Une vingtaine d'années après la fin de sa construction, le pape Jean-Paul II, alors en visite au Canada, s'arrêta ici même pour, à son tour, s'agenouiller devant la mère de Jésus. Cette journée-là, c'est 75 000 personnes qui se sont déplacées sous une pluie battante pour sa venue. Même si son passage fut de courte durée, il consacra le caractère international de ce lieu de pèlerinage qu'est le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Lorsqu'on discute avec des gens, ce sont souvent l'architecture, le détail dans les vitraux ou même le coq-girouette placé en haut des clochers qui nous vient en tête lorsqu'on parle des églises. Pourtant, un des éléments les plus significatifs est pour plusieurs assez méconnu. Elle résonne dans toutes les paroisses sous diverses tonalités pour les différentes cérémonies. Les cloches sont des objets significatifs pour les communautés ainsi que les paroisses qui les ont commandées. Avant d'être utilisée, une cloche doit être solennellement consacrée ou au moins bénite. Quelquefois, on ira même jusqu'à la baptiser, comme on le ferait pour un nouveau-né. Sur le territoire québécois, on compte aujourd'hui environ 8000 cloches de bronze dans les tours et clochers des églises, tant des villes que des campagnes. Ici même, dès le régime français, des fondeurs de cloches se mettaient déjà à l'ouvrage pour agrémenter les cieux de la colonie. Parmi ceux-ci, un des plus connus, Pierre Latour. Arrivé en 1712, le fondeur Pierre Latour s'installe à Beauport et confectionne sa première cloche pour l'église de cette même ville. 4 autres sont nées en 1713, celle de l'église de Boucherville, celle de l'église Notre-Dame du Bon Secours à Montréal, celle de l'église Saint-Nicolas et celle de la mission Saint-François. La mission Saint-François, c'est le fort Saint-François, construit ici même sur le territoire actuel du sanctuaire. Les 3 premières cloches ont disparu sous les flammes. Quant à la dernière, on a longtemps cru avoir perdu sa trace. Cela dit, elle existe encore et compte aujourd'hui plus de 300 ans d'histoire. Sur cette cloche, on peut lire « Je me nomme Marie-Madeleine. Mon parrain, Pierre Robineau, chevalier de Bécancour, grand voyer de ce pays. Ma marraine,
Marie-Charlotte Le Gardeur, son épouse. 1713. Le parrain de la cloche, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était quelqu'un d'important pour la colonie française. Pierre Robineau de Bécancour était grand-voyer, le deuxième de la Nouvelle-France. Le grand-voyer, c'est celui qui est chargé de la construction et de l'entretien des routes. Il est donc derrière le tracé du chemin du roi, route traversant 37 seigneuries, allant de Montréal à Québec. Pierre Robineau a donné son nom à la seigneurie de Bécancour, située sur la rive sud du Saint-Laurent, seigneurie dont il a fait l'acquisition en 1684. La nouvelle église paroissiale, une fois construite en 1720, reçut à son tour cette cloche. On la remplaça en 1907. Elle aura donc résonné dans la paroisse pendant près de 200 ans. Malgré ces 300 ans d'histoire, la quantité innombrable de pèlerins qui sont passés depuis toutes ces années et les deux prodiges fondateurs de ce lieu unique, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap regorge encore de trésors à découvrir. Il nous a fait plaisir de vous offrir cette fenêtre vous permettant de porter votre regard sur l'origine d'une dévotion. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci et à bientôt.